Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi sous la chaleur du soleil avant de découvrir celle des projecteurs. Vous envoler vers le succès ne vous a jamais empêché de prendre le risque parfois de vous brûler les ailes. Bonjour Ricard. Alors, c'est vrai que je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez un parcours étonnant. On parlera tout à l'heure de l'album Nos Futurs, qui est votre nouvel album et de votre tournée. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle vous dira sans doute quelque chose, c'est le 21 février 2008. Écoutez. Vos débuts dans la Nouvelle Star. Un moment d'émotion très fort, je suppose. Oui, la découverte de cette lumière qui n'est pas celle de la chaleur du soleil au Sénégal, la découverte des micros. Franchement, moi, j'avais jamais chanté dans un micro avant. J'écrivais des chansons à la maison et j'avais une vie tout à fait rangée et normale, celle de quelqu'un dans un bureau, quoi. Et l'émotion qu'on ressent quand on rentre la première fois dans le studio, devant les caméras? La première émotion était celle du pré-casting. C'était avant même de passer devant le vrai jury. Je me souviens c'était le 7 décembre et il y a le pré-casting et ça je l'ai jamais raconté. Alors vu qu'on a un peu de temps, je vais vous le raconter. On arrive à 7h du matin, on était 8000 rien qu'à Paris dans les rues vers leur studio, je sais plus, vers ici les Moulineaux, oui. Et il y avait une longue queue en accordéon et j'ai chanté à 19h. C'est-à-dire que je suis arrivé à 7h du matin, je suis passé avec mon autocollant 11 828, un truc comme ça, devant Sylvain Sahuquet qui est un ami aujourd'hui. Et j'avais jamais chanté devant qui que ce soit. Et j'avais cette guitare et j'ai chanté Bang Bang. D'abord Jojo de Jacques Brel, puis Bang Bang. Et là, il y avait cette caméra, il y avait des assistantes derrière, et il y avait le cadreur, et ils se sont arrêtés. Et c'est la première fois que j'ai senti que je procurais quelque chose à quelqu'un en chantant. Et je n'avais la garantie de rien. Et alors, je suis sorti de là, j'ai appelé le bureau où je travaillais, j'ai démissionné. Je n'avais même pas la garantie d'aller à Nouvelle Star. Et vous ne vouliez pas aller à cette audition? Non, je ne voulais pas. C'est une amie, Lina, qui m'y avait inscrit. Et moi, j'étais brocard dans le trading, donc j'étais dans mon open space. Et c'était... voilà, j'écrivais des chansons, je chantais pas plus que ça. J'ai appris à la Nouvelle Star à chanter. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, au début, c'était un peu compliqué. Et la première chanson que vous avez interprétée à la Nouvelle Star, c'est celle-ci. Le chanteur de Balavoine, c'est aussi une belle histoire parce qu'il avait fait 2 disques qui ne fonctionnaient pas et il dit si le chanteur ne marche pas, si je vends pas 30 000 exemplaires, j'arrête le métier. Il en a vendu 100 000. Ah, quelle formidable chanson. Il a écrit au dernier moment en studio, juste il avait terminé l'album, il lui manquait cette chanson et ben voilà, c'est une belle chanson de présentation et malheureusement elle a été prémonitoire après parce que il y a les nouvelles de l'école diront que je suis pédé, que mes yeux puent l'alcool, que je ferais bien d'arrêter, brûleront mon auréole, saliront mon passé. Je présentais toutes sortes de choses de cette lumière qui deviendrait finalement quelques années plus tard presque un danger pour moi-même. Voilà, parce qu'il y a eu des moments moins drôles et dont je suis sorti. Mais c'était une présentation avec tout ce qu'elle comportait. Donc c'était assez prémonitoire. Ouais. Il faut savoir aussi que cette Nouvelle Star, il y avait un nouveau jury, parce qu'il avait changé. Et pour la première fois, il y avait un joker qui permettait de sauver un candidat une fois dans l'émission. Ah, j'avais oublié ça, c'est vrai. Il y avait un joker. Alors, vous écriviez des chansons depuis longtemps et finalement... vous avez été surpris d'être retenu lorsque vous êtes arrivé à la Nouvelle Star, Ricard? En vrai, je voyais tout. Il y avait des vrais chanteurs, des gens dont c'était le métier depuis longtemps, d'autres qui avaient des Benjamin Sixou, des gens qui avaient cette chose-là qu'ils ont encore. Et moi, j'arrivais avec mes chansons que j'écrivais, je n'avais jamais fait de reprise. Donc j'essayais mon seul atout, mon seul argument était l'originalité. Donc quand je passais un casting, j'essayais de me faire remarquer, peut-être plus pour mon tempérament, une certaine forme de culot, d'audace, qui parfois peut-être a été mal perçue. Voilà, je mettais des collants sur le plateau, sur Déshabillez-moi au fond. J'oublierai jamais avec Frédéric Pedrazza, je mettais mes nus au sol l'après-midi. J'essayais de prendre toute la bande passante du spectacle parce que la voix c'était pas ça. Hein. Alors justement, Déshabillez-moi, c'est la chanson sur laquelle vous avez été éliminé en quart de finale. Oui. Et cette chanson a une histoire. En fait, au départ, Robert Niel l'avait écrit pour une amie stripteaseuse qu'il voulait séduire. Ça n'a pas marché. Juliette Gréco a repris la chanson complètement. Elle a été interdite à la radio et c'est ça qui a fait son succès. Ah, incroyable. Parfois, la censure a du bon. Alors, ça, c'était à Paris. Mais tout a commencé au Sénégal parce que vous êtes franco-libano-sénégalais. Oui. Ça, c'est particulier. Oui, c'est particulier dès lors qu'on essaie d'exprimer les choses. Voilà, je suis d'origine libanaise. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal. On est là-bas depuis, voilà, une grande diaspora libanaise que je salue et que j'embrasse tout en Afrique, partout. Et la France, disons, la francophonie d'abord,
et le fil de couture de tous ces drapeaux qui les unit, parce qu'on parle dans ces 3 pays français. Et la France est vraiment c'est ma patrie. Voilà. Mais en même temps, le Sénégal, au départ, c'était votre patrie. Vous avez commencé par jouer au football dans les rues. C'était un de vos sports favoris, je crois. Ça l'est toujours. C'est cette poésie qui se passe de mots. Moi, je suis un fan inconditionnel de Zinedine Zidane. Et voilà, c'est le football, c'est une poésie. Peut-être qu'on est en train de la perdre au profit de la performance, des statistiques aujourd'hui. Moi, j'aimais regarder Zidane faire une passe. C'est tout simple. Et en même temps, à l'époque, lorsque vous jouiez à Dakar, l'équipe du Sénégal n'était pas très connue. Et quand elle a battu la France au Coupe du Monde, là, elle a été... Oui, c'était merveilleux. Et le président de l'époque, Abdoulaye Wade, dans ce folklore merveilleux, avait dit « Nous avons battu les champions du monde, nous sommes donc les champions du monde ». Bon, il s'agissait d'un match du premier tour et ça nous a rempli de fierté. Je pense que c'est la première fois que je supportais un autre pays que la France et que voir Zidane perdre juste après avoir gagné la Coupe du Monde de 98, c'était pas bien grave. Voilà. Et je crois que vous êtes allé jusqu'en quart de finale. Oui, c'était incroyable. C'est la Turquie qui avait éliminé le Sénégal. Ouais. Alors, il se trouve aussi que vous êtes un hyperactif et que malheureusement, un jour, il y a un accident de patin à rouler à Icare. Oui, bon, l'hyperactivité m'a mis dans plein d'autres d'accidents. Mais le premier en date, oui, c'était un roller. Et c'est comme ça que j'ai appris la guitare. Parce qu'un hyperactif, pour qu'il s'assied et qu'il apprenne à faire des chansons, il fallait vraiment que je sois assigné à résidence. Donc voilà, j'ai appris la guitare parce que j'étais dans l'incapacité. Première terminale, ça a duré longtemps et c'est quelque chose qui a durablement marqué mon esprit, quoi. Ouais. Et la chanson française, vous l'avez découverte grâce à votre mère. Oui, parce que elle écoutait beaucoup Jacques Brel, elle écoutait Aznavour, elle écoutait Enrico Macias, qui a de très belles chansons à son répertoire. On le dit pas assez souvent, comme une chanson qui s'appelle Mélissa. Bien sûr. Voilà, cette chanson, ma mère me l'a chanté. Voilà, très peu de gens, mais vous le savez. Ma mère me chantait cette chanson triste avant de dormir et je pleurais. Elle me disait si tu continues de pleurer, j'arrête de chanter. Je disais non, surtout ne t'arrête jamais de me faire pleurer. Et vous écriviez des poèmes, mais vous n'imaginiez pas devenir chanteur. Non, j'écrivais des poèmes, je les ai mis en chansons et j'imaginais ni les chanter ni rien. J'accompagnais mon frère qui est un formidable chanteur, qui n'est pas devenu chanteur, comme quoi la vie. Et voilà, moi je me retrouve là à faire des chansons. Et les poèmes, c'était aussi des poèmes d'amour pour les jeunes filles que vous fréquentiez? Oui, parce que c'est le moteur de l'âge. Finalement, on est là à 15 ans, 16 ans, on essaie de séduire et finalement, elles n'ont pas été... Ils n'étaient pas très bons, ces poèmes, vu que voilà, bon, Nadège ne m'a jamais aimé. Oui, mais en même temps, les poèmes, vous les avez jamais sortis. C'est vrai que je les ai jamais sortis, mais j'ai essayé de les mettre en chanson et mes premières chansons, voilà, n'ont pas trouvé réceptacle. Alors, c'est à cette époque-là que vous devenez Icare avec un Y. Oui, pourquoi le Y sur le I? Parce que voilà, le premier du nom, on connaît son funeste destin. Oui. Et dans une autre mythologie, lorsqu'on coupe la tête d'un dragon, elle repousse. C'est dans la mythologie chinoise. Et sur le I de Icare, j'avais 16 ans, hein, donc je vais vous dire cette imagination-là. Une deuxième tête à pousser, ce qui fait un Y. Donc c'est Y comme Icare. Et c'est tellement connu Icare aujourd'hui qu'il y a une série de jeux vidéo qui s'appelle Kid Icarus, qui est une référence à Icare. Et il y a dans le jeu vidéo God of War 2, également inspiré d'Icare, une évocation de la mythologie grecque. Oui, absolument. God of War, le 2 et le 3 et le 4, et je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et Kid Icarus, lorsque j'étais petit, c'est incroyable. Je jouais à ce jeu, mais je ne m'appelais pas du tout encore Icare. Et finalement, connaître la mythologie grecque à 16 ans, c'est pas fréquent. J'étais passionné paradoxalement de ces choses-là et des dinosaures. Je collectionnais tous les dinosaures. J'adorais cet aspect magique un peu qui est dans notre nature, qui a disparu. Et la mythologie grecque et puis ses enseignements, ce sont des fables, hein. Oui, et en même temps, vous étiez un très bon élève à l'école. J'essayais. J'étais paresseux et en fait, finalement, c'était une paresse qui... J'aime bien l'anoblir en disant que la paresse devient utile lorsqu'elle t'oblige à trouver des raccourcis. Voilà, j'essayais d'en faire le moins pour m'en sortir. Et c'est donc une paresse un peu plus intelligente, j'essayais. Oui, mais vous aviez beaucoup de rêves déjà à l'époque. Oui, je rêvais voilà, quand j'ai commencé à faire de la guitare, moi on avait YouTube. C'est comme ça que j'ai appris, je regardais les petits tutos de guitare. C'est comme ça que j'ai appris à jouer. J'avais un dictionnaire d'accords sur papier. Des chansons de Cabrel, bien entendu. Et il y avait ce concert à l'Olympia de Jacques Brel qui faisait ses adieux en peignoir. Et je m'étais dit, voilà, moi au Sénégal, on rêve même pas déjà d'être en France et encore moins de faire l'Olympia. Donc c'était un impossible que je m'étais offert quelque part dans mon imaginaire et je me voyais en peignoir dire adieu à l'Olympia comme Jacques Brel parce que il avait cette emphase, il avait ce verbe. Finalement, c'est Jacques Brel qui m'a appris à écrire parce que je regardais ses chansons, ses 6 pieds, les rimes croisées, tantôt embrassées, césure à l'hémistiche, avec une espèce de côté très classique dans l'écriture, et c'est lui qui m'a appris à écrire. C'est qu'au début, quand il arrivait à Paris, il écrivait ses chansons debout derrière un chevalet pour souffrir autant que les textes qu'il évoquait. Waouh!
Et quand il a fait ses adieux à l'Olympia, en fait, il est revenu en peignoir 10 minutes après, parce que le public vous le voulait. Oui, et qu'il savait que c'était le dernier et qu'il partait, il se savait malade, mais ne voulait. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Non, il n'était pas malade à l'époque. Je présumais pour pouvoir partir comme ça et aller profiter de la vie et du ciel des îles de Pâques et de Tahiti où il. Oui, mais il voulait faire du cinéma à l'époque. Ah, c'était pour ça qu'il avait vraiment laissé la musique. Oui. Ok, d'accord. Et puis il en avait marre des tournées où il faisait 300 km chaque jour à bord d'une DS. Il arrivait avec ses 2 projecteurs dans le coffre et il chantait pendant 45 minutes. Et ne disait-il pas aussi que qu'il ne pouvait plus chanter Ne me quitte pas parce qu'il ne la pensait plus? Il y avait cette sincérité voulue chez lui et il n'était plus capable de chanter une chanson. Et ça, j'ai essayé de garder cette déontologie-là et cette éthique-là. Je ne chante pas une chanson que je ne sens plus. Et la chanson, ça a commencé après quand vous êtes arrivé à Paris, mais au départ, vous faites vos études pour être trader. Oui, broker dans le trading et en même temps dans le marketing et le management. Enfin, j'essaie dans une école de commerce, c'était assez transversal et vague, mais j'essayais de m'offrir peut-être une sécurité. Ça, la vie m'a vite rattrapé. Mes rêves m'ont vite rattrapé. Vous avez préféré les notes aux chiffres, finalement. C'est joli. On se retrouve dans quelques instants avec une autre date, le 29 juin 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Icare. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Icare. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album Nos Futurs, alors que vous en avez un. Et on revient, après avoir évoqué vos débuts à Dakar et à la Nouvelle Star, à la date du 29 juin 2009, la sortie de cet album. Il faut le croire, n'est plus sur terre. Au bord du monde, la première chanson du premier album. D'ailleurs, 2 ans après, il y a un film, un documentaire sur les sans-abri, réalisé par Claude Excel, un Allemand, qui est sorti, qui portait ce titre. Ah, je ne sais pas s'il y a une adaptation allemande de la chanson pour qu'il puisse s'en inspirer, mais c'est une belle. Ah, il a pris le titre. Oui. C'est une magnifique coïncidence. Voilà, c'était sur les sans-abri. Voilà. Alors, cet album a demandé des mois et des mois de travail. Oui, peut-être. Enfin, le premier album demande une vie de travail. Une vie de travail, parce qu'il n'y a rien eu avant, donc finalement on prend tout ce qu'on a écrit de mieux depuis qu'on a commencé à écrire, et on les condense en 12 titres, et on sort ce premier effort, et en essayant d'être le plus honnête possible. Ah bah ça c'est formidable. J'avais mis en silence. Oui. Et regardez, on est tellement bien chez Sud que Valérie, je suis en interview, c'est ma manageuse, on est à la radio, donc je vais raccrocher, je t'embrasse. Et ben voilà. Voilà, donc voilà, comme ça on ne coupera pas parce que de toute façon on est dans l'honnêteté totale. Voilà, c'est mon téléphone qui avait sonné, je suis désolé, donc je vais poursuivre. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de branché, c'est tout. Oui, branché ou trop connecté d'ailleurs. Il faudrait parfois que j'apprenne à faire l'inverse. Donc on en revient à cet album qui sort. Alors je crois que vous avez, à l'inverse de beaucoup d'autres, à la sortie de Nouvelle Star, il y a un producteur qui vient vous voir, qui vous engage. Vous êtes parti à Dakar travailler vos chansons. Oui, je suis allé travailler les chansons d'abord. Puis après j'ai rencontré Mathieu Mendes avec qui je travaille encore sur l'album Nos Futurs 15 ans après. On est allé dans une cave à Roubaix pendant 6 mois, peaufiner ces chansons. Il n'y avait pas de maison de disque parce que, voilà, après la Nouvelle Star, vous savez, après c'était les crochets, vous faites partie des 5 finalistes, il y a une tournée des 5 finalistes, vous êtes un peu, pas convoité, mais pour des choses qui ne relèvent pas de la musique finalement. C'est un peu people, c'est un peu viens, t'es invité là avant que tu disparaisses. Donc moi je m'étais dit, t'es allé là-dedans, tu le fais sérieusement. Donc on s'est isolé à Roubaix. On a fait ces maquettes et on les a présentées aux maisons de disques. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vous aviez un capital rage. Un capital rage. Vous avez dit ça dans une interview, c'est que vous aviez envie que ça marche. J'ai dit ça? Oui. Ah, il est fou ce garçon. Mais vraiment, c'est vrai qu'à cette époque-là, ben voilà, tout venait du ventre. Donc oui, alors je salue avec tendresse l'enfant que j'étais avec ce capital rage. Ouais. Alors avec la pochette assez étonnante, c'est-à-dire vous étiez torse nu avec le titre de l'album. Ouais, avec le titre de l'album et toutes les chansons écrites, des bouts de chansons. Il faisait 1 degré. J'étais sur le toit d'un immeuble à Montréal en train de tourner le clip de Allison, qui est le premier extrait de ce disque. Et c'est né comme ça. C'est né comme ça. Et Allison, justement, on va l'écouter. Une vue de soleil, c'est un désastre, mais la lune me répondit, ne suis-je pas. On la chante encore, hein, on la chante en rappel à Playel et à l'Olympia et les gens s'en souviennent. C'est fou, hein. Alors, il se trouve que cet album, avant la sortie, vous avez donné vos premiers concerts. Il y a eu des concerts au Gibus à Paris, notamment, qui a été un premier concert d'essai. Oui, un premier concert acoustique avec cette lumière qui m'avait été donnée, qui était Nouvelle Star. Moi, en fait, il fallait que je batte le fer. Parce que j'avais une peur bleue
d'avoir fait cet effort d'une façon qu'adulte. Vous savez, vous arrivez, vous êtes jeté sous les feux des projecteurs, vous l'avez bien voulu de toute façon, faites des reprises et finalement vous en sortez, après vous êtes là à courir pour que vos chansons soient entendues, mais ce n'est pas toujours le cas, donc j'ai pris tout ce qui s'offrait à moi pour continuer de faire exister ce travail et commencer à faire naître ces chansons. Il fallait qu'elles existent sur un support qui était le disque à l'époque. Voilà. Le Gibus, ça a été votre première scène à Paris, et d'ailleurs cette scène a servi de décor, je ne sais pas si vous le savez, au film Ciao Pantin, pour une scène de concert punk. Ah ben voilà, Coluche. c'est une scène toujours punk et je suis reparti il y a quelques années, il y a 4 ans je crois, il y a 5 ans avant le Covid, on est reparti à un concert de punk metal avec Renaud Rubillot qui est fan et qui est un réalisateur formidable et on était parti passer une soirée là-bas avec un concert de punk. Ouais. Et ça a tellement marché qu'il y a eu ensuite un autre concert au Glazart à guichet fermé, alors que vous n'aviez pas sorti de disque. Non, et c'est là que les maisons de disques étaient venues, avec voilà les maisons de disques que vous connaissez, et c'est là que j'ai signé chez Sony avec Christophe Laménière, et qui était venu me voir, il me dit, vous savez, genre, vos chansons sont formidables, est-ce qu'on peut faire un disque? Et moi j'étais là, je dis non, moi je veux faire un disque. Donc on a fait ce disque-là, puis 2 autres chez Sony après. Ouais. Mais c'est assez rare ce genre de démarche. En général, on fait un disque, on fait les concerts ensuite. Vous, c'est l'inverse. Mais vous savez, et je continue de penser qu'il est plus juste de faire ça dans cet ordre-là. Regardez, si on projette l'histoire, quand vous allez vous visiter quelque part, vous visitez un endroit, physiquement, vous allez à Tokyo, vous visitez Tokyo, vous repartez avec une photo de Tokyo, qui est un support visuel d'un souvenir existant. Et je ne vois pas pourquoi on offrirait aux gens un support, donc une photographie d'un instant qu'il n'a pas vécu. Je pars du principe qu'une chanson doit être chantée. Mon spectacle est vivant. On vient, on écoute un spectacle, et à la sortie, si on veut, on repart avec la photographie qui est un disque. Et c'est un travail à l'ancienne, puisque dans les années 50-60, les grands interprètes rôdaient leurs chansons en tournée avant d'enregistrer le disque pour d'abord les préparer et savoir si elles touchaient le public. Donc en fait, finalement, je suis fidèle à notre histoire. Exactement. Il y a eu aussi deux concerts à Dakar. Oui, parce qu'il fallait que je rende hommage à ce berceau. Je suis allé faire 2 concerts là-bas et je n'y ai plus joué, je crois, depuis. Mais 2 concerts où vous étiez vraiment l'enfant du pays. Oui, je suis rentré, il y avait une belle effervescence, oui. Parce que le fait d'être passé à la Nouvelle Star... À la télévision, c'est bien plus pour ça que pour l'œuvre elle-même. L'œuvre, il va falloir du temps, il va falloir 15 ans pour qu'elle soit peut-être entendue. Alors, l'album a connu un succès d'estime, Icar, mais le véritable début de votre succès, c'est cette chanson. Lap Dance. C'est aussi une chanson originale. C'est le premier gros succès radio. Oui. C'est une chanson qui a été très très diffusée. J'y mettrais un bémol. Je pense que c'est le succès d'une chanson plus que mon succès. C'est-à-dire? Parce que Lap Dance, tout le monde la connaissait et l'interprète n'était pas très important au final. Donc le message véhiculé est passé un peu au travers avec un clip édulcoré. Et ça encore, on apprend. Finalement, j'ai eu la chance de faire mes erreurs en pratique. Donc là, c'est un cas précis où c'est une chanson voilà, tout le monde connaît cette chanson, personne ne savait que c'était Icar, si bien que le patron de la maison de disque derrière, quand il m'a dit « Ah, c'est toi qui chantes ça », je croyais que c'était un groupe. Comment ça se fait? Je pense que soit il pensait qu'on était plusieurs dans ma tête, ça je savais, mais de là à devenir un groupe, j'étais pas sûr. Mais c'est une chanson qui était très diffusée en radio et finalement elle a rencontré le public et moi j'ai pas trop rencontré le public. Voilà, c'était quelque chose d'assez paradoxal. C'est pour ça que finalement, ce rendez-vous-là que nous avons tous les deux a mis du temps avant que soit Icar auteur des chansons qui sont entendues. Mais c'est difficile à vivre quand on crée quelque chose et qu'on voit que ces chansons marchent, mais que finalement, on vous oublie. Il faut pas être gourmand. Je pense que si mon œuvre existe, j'ai qu'à être oublié. Et aujourd'hui, je le pense tout le temps parce que finalement, après ce succès-là, radio, on m'a plus trop vu. Et je me suis mis à écrire pour d'autres et nous allons, j'imagine... On va en parler, bien sûr. Mais alors, le titre de l'album aussi, c'était Lumière Noire. Oui. C'est assez particulier, il y avait une raison pour ça. Oui, la lumière noire, c'est ce paradoxe-là entre... Finalement, c'est une quête de quelque chose qu'on n'obtient pas finalement. C'est une espèce de paradoxe. La lumière noire, au-delà de ce qu'elle constitue, c'est la lumière des clubs et la lumière des boîtes de nuit. C'était un peu là où je vivais. J'aspirais au bonheur que je ne trouvais pas finalement dans des endroits où on peut pas être trouvé. On trouve pas le bonheur en boîte de nuit. Et curieusement, alors que vous commencez votre vie, dans ces albums, vous me parlez de la mort. Oui, j'étais obnubilé par le temps. Finalement, c'est une adolescence qui s'est poursuivie. C'est ces questions existentielles là. Et jusqu'à ce qu'elle me consume 2 albums plus tard, on en parlera, j'imagine. Bien sûr, mais c'est assez fou de se dire qu'aujourd'hui, vous avez démarré très fort alors que vous ne vouliez pas faire ce métier. Oui, c'est la vie qui s'empare de nous. Et finalement, on en devient un peu spectateur et
on donne dans ce qu'on pourrait appeler une malchance, on a la chance de pouvoir avoir les moyens de l'exprimer. Donc finalement, j'ai été un peu spectateur de ma propre vie. Oui. J'écrivais ces choses-là, ces déboires. En même temps, lorsque ce second album est sorti, j'ai trouvé une interview où vous dites que votre premier album était bien, mais un peu trop nombriliste. Oui, on apprend à avoir du recul. C'est la maturité, c'est l'âge. Mais c'est rare aussi parce qu'aujourd'hui, lorsque vous sortez un album et qui marche pas, on vous jette. Vous avez eu le temps d'apprendre votre métier, Icare. J'ai eu le temps d'apprendre mon métier et d'avoir des gens aujourd'hui avec qui je travaille, surtout aujourd'hui, la maison disque chez qui je suis, ils regardent mon album et ils m'ont dit « ça marche pas ?» Nous on t'aime, on va en refaire un autre jusqu'à ce que les gens comprennent. Finalement, ce que vous préférez, Icare, c'est la scène. Oui, largement. Moi j'aime pas être enfermé en studio. Dès qu'une chanson est écrite, dès qu'elle tient sur un guitare-voix, un piano-voix, pour moi on peut la monter avec les musiciens, même pendant la tournée, et la chanter devant les gens. Je fais ça pour ça. Et c'est ce qui peut-être a fait que les gens n'ont... Parce que voilà, si j'ai pas vendu beaucoup de disques, les salles n'ont jamais des amplis, quoi. On est passé toujours d'une petite jauge à une plus grande, d'une tournée à l'autre. Et c'est cette fidélité-là, moi, qui me désespérait pas, qui me donnait envie de continuer. Et finalement, c'est les gens, les patrons. C'est eux qui décident. Mais c'est le bouche à oreille, en plus, parce qu'il y a un nouveau public qui arrive à chaque fois. Mais c'est ça qui est dingue. Au début du concert, je leur dis, allumez la salle. Je demande à Thibaut, mon éclairagiste, que je salue, allumez la salle. Qui est là pour la première fois? Et là, il y a plein de mains qui se lèvent et on est super surpris avec les musiciens, on est content. Et je me permets même de dire qui est venu malgré lui. Parce que parfois, il y a des accompagnants et je vous dis, à la fin du spectacle, parce que je vois tout le monde 2 heures après, je fais 2 heures de spectacle et je vois 2 heures après les gens. Un par un jusqu'au dernier, surtout en région. À Paris, c'est plus compliqué parce que c'est des jauges plus grandes, toujours, et Paris, c'est Paris. Mais dès qu'on est en région, je passe 2 heures avec eux jusqu'au dernier et on discute. Voilà. Je connais qu'une artiste qui fait ça et qui a fait aussi son succès, c'est Linda Lemay. Chaque fois qu'elle arrivait à Paris au début du Canada, elle voyait le public et il y a des files d'attente jusqu'à 1h du matin. C'est ce qui se passe. Et elle connaît tout le monde. C'est ce qui se passe. Voilà. Je commence à connaître bien les 3 premiers rangs de tous mes concerts, quoi. Après 15 ans, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Certains veulent que les salles restent petites. Moi, j'ai envie de faire l'exercice d'élargir un peu le spectre pour voir si je garde ma densité. Si je vois que je vais me diluer avec des zéniths, je reviendrai sur plus intime. Voilà. Écoutez, nous, on commence à peine à vous connaître. C'est ça qui est dingue. On va continuer avec une autre date, le 29 octobre 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Icare. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Icare. On a parlé de vos débuts, de vos premiers albums, de votre succès exponentiel. Et le 29 octobre 2014, c'est important parce que ce soir-là, pour la première fois, vous êtes chanté à l'Olympia. Car Mireille Mathieu fête son anniversaire, son jubilé de chansons à l'Olympia, et elle chante une de vos chansons. C'est assez étonnant. C'est l'histoire la plus drôle de l'univers. Et là, je vais vous dire quelque chose de très drôle. J'avais fait la fête jusqu'au matin la veille. C'était un dimanche, en matinée, donc à 18h30. Et j'arrive en pyjama, en pyjama noir, t-shirt noir. Je venais de me réveiller à 16h. Je me réveillais à 16h avant, avec un manteau. Il faisait frais ce jour-là, je sais pas pourquoi. 29 octobre, ça se rafraîchissait, c'était l'automne. Ouais. Et j'arrive et je m'assieds, je me dis, fais-toi discret, t'es venu, pose-toi, dis rien. Surtout ne dis rien. Et je suis assis comme ça. Et elle dit, je veux remercier celui qui a écrit cette chanson. Et là, t'as la poursuite. Sur moi, avec une gueule de bois, pas possible. Assis au fond, et il y a le patron de Sony. Je me reste Stéphane Le Tavernier qui me dit lève-toi. Je lui dis non, s'il te plaît, lève-toi. Et non, il fallait que je me lève, donc je me suis levé devant l'Olympia en pyjama. J'ai pris mes applaudissements, j'ai remercié. Mais oui, c'était Mireille Mathieu à l'Olympia. Mais ça, c'est assez rare parce qu'elle vous a repéré comment Elle savait que je venais. Oui, mais au départ, elle vous a téléphoné pour prendre la chanson. Parce qu'elle a entendu ma chanson Sors et danse à la radio. Et on était chez Sony tous les deux, cette maison de disques. Et elle m'appelle un numéro. Il était midi, donc je dormais à l'époque, je vous promets. Moi, je dormais. À midi, je dormais. Et elle m'appelle, un numéro privé. Je réponds pas la première fois, je vois un message vocal. Et le message vocal, c'est « Bonjour, c'est Mireille Mathieu. Veuillez ouvrir votre téléphone. » J'allume mon téléphone et elle me rappelle. Elle me rappelle, oui, je viens d'entendre votre chanson à la radio, Sors, c'est formidable. J'ai trouvé votre numéro à la maison de disques. Faites-moi la même. Je dis, mais madame, je croyais que c'était un canular. Hein. Oui. Je dis, mais c'est une blague. Elle me dit, non. Et là, je vois bien que c'est elle. Je connais sa voix quand même. C'est Mireille Mathieu. Elle me dit, fais-moi la même. Mon chef d'orchestre va vous envoyer une musique. Écrivez le texte. D'accord. Donc j'ai fait.
Et voilà. Mais vous connaissiez Mireille Mathieu? Mais bien sûr que je connais Mireille Mathieu. Qui ne connaît pas Mireille Oui, Mathieu? mais ça fait partie aussi de vos chansons de jeunesse. Bah oui, c'est une chanson d'enfance même. Et rencontrer Mireille Mathieu, qui C'est exceptionnel. Après, on a fait une double page dans Match. Je me rappelle, c'était au Bristol, dans la cour, et elle voulait absolument me faire manger des macarons. J'oublierai jamais. Elle avait ce côté maternel avec moi et très gentil, et qui disait aux gens de Sony que j'avais un talent formidable et qu'il ne fallait pas m'abandonner. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a commencé comme vous, je ne sais pas si vous le savez, elle passe à Télédimanche, elle avait été sélectionnée pour le palmarès des chansons, le jeudi, et le vendredi, la veille, elle reçoit un appel de Télédimanche où il y avait le jeu de la chance, qui est l'équivalent de The Voice. Je me à l'époque. souviens des jeux de la chance. Et donc, elle passe dans cette émission, et Johnny Stark, qui était chez lui devant sa télé en pyjama, justement, la voit, s'habille et fonce au studio 102 et dit « Je vous engage, je vais faire votre carrière ». Elle a été bien inspirée. C'est comme ça que ça a commencé, en 1964. Elle est formidable. Elle a vendu des centaines Elle est connue dans le monde entier. Oui, 120 millions d'albums, un truc comme ça. C'est quelque chose. On la voit peu en France, mais elle chante en Allemagne, en URSS, partout. Mais c'est comme Zaz. Ça me fait penser à Zaz. C'est le même parcours. Alors, vous avez commencé à travailler pour les autres, je crois, Icare, grâce au départ à Amel Bent. Oui, c'est la première qui m'a confié l'écriture d'une chanson. On s'était rencontrés lors d'un show caritatif pour Huntington Avenir à Lyon. Le foot concert qui reprend là le 10 novembre, on y sera tous avec plein, je suis devenu parrain de l'association depuis, donc voilà, c'est à Lyon, le 10 novembre de cette année, et c'est 2 heures de foot, 2 heures de concert avec des stars du foot, et pour la maladie d'Huntington, elle m'a dit, elle me dit, on se voit à Marseille dans 2 jours, elle me dit, je lui dis, je te la fais pour dans 2 jours, elle rigole, je lui dis, moi je tombe amoureux de ta voix, qu'est-ce que je peux faire? Et elle me dit une chanson où je remercie mon public, je me rappelle, elle se coiffait avant d'aller sur scène, et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Plus longtemps qu'une chanson, qu'elle a chanté après au Zénith et à l'Olympia. Et là encore, le bouche-oreille a fonctionné, puisque Patrick Fiori, Nolwenn Leroy et beaucoup d'autres vous ont demandé des chansons. Oui, ça s'est fait sur la durée, à Uzaz avec Si jamais j'oublie, Patrick Fiori qui m'a fait travailler quand voilà, j'étais vraiment un peu dans l'ombre, Patrick Fiori qui est mon frère aujourd'hui. Et alors, ce qui est étonnant, c'est aussi Joyce Jonathan. Là, il y a eu une véritable histoire de complicité. Oui, c'est mon ami depuis. Voilà, je venais de sortir de Nouvelle Star et elle connaissait très bien Benjamin Sixou, qui était mon coloc à la Nouvelle Star. Il me dit, viens à l'anniversaire d'une fille qui s'appelle Joyce Jonathan, qui démarre aussi dans la chanson. Je suis arrivé à minuit, je crois. Je sonne à la porte, j'avais une bouteille de champagne à la main. Et là, il y a une fille qui m'ouvre sur l'appartement. Elle était chez sa maman, donc c'était l'appart de sa mère. Et elle avait un chapeau à la tête. Elle m'a fait... Je lui dis bonjour, c'est l'anniversaire. Elle prend la bouteille de champagne et elle ferme la porte. Donc voilà, elle m'a refermé, elle a dit non, vous pouviez pas rentrer. Après, elle a ouvert, mais on a commencé comme ça, cette complicité. C'est comme ma sœur Joyce aujourd'hui. Et après, elle a fait ma première partie à l'Alhambra. Et après, on connaît la carrière qu'elle a eue. Hein. Elle a explosé. Et aujourd'hui, voilà, c'est ma sœur. Et elle est dans le premier album Millions d'années, le premier album de duo sur lequel on chante Je ne sais pas. Et quand vous entendez chanter Nolwenn Leroy, Joyce Jonathan ou Amel Bent vos chansons, vous avez l'impression, Icare, que c'est vous qui les chantez. Oui, parce que moi, je ne demande pas trop mes rêves. Hein. Moi, mes rêves étaient plus petits que la vie que j'ai aujourd'hui. Clairement, hein. Aujourd'hui, ma vie dépasse largement mes rêves. C'est pour ça que je suis tellement plein de gratitude et ça me remplit d'humilité. Je ne m'en enorgueillis pas. Je suis heureux, fier comme un gamin. Je regarde ça de l'extérieur et avec beaucoup de recul. Peut-être que demain, ça s'arrêtera. Non, j'y crois pas trop. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que vous avez écrit des chansons pour les autres. Et souvent, un auteur n'est pas un chanteur. Exemple, Pierre Delanoë, qui a écrit les plus grandes chansons qu'on puisse imaginer, de Sardou, Beko et quelques autres. Il a fait des essais dans la chanson. C'était une catastrophe. Oui, mais peut-être qu'il était mieux à l'Hôtel de Ville que Serge Lama, qui aussi avait écrit pour Dalida, qui avait écrit Je suis malade. Il la sort dans un premier temps. Elle ne fonctionne pas. Dalida la chante, elle devient le tube qu'on connaît. Puis derrière lui, pour la postérité, la reprend. Il y a des moments dans des chansons, il y a des chansons qu'on chante à des moments. Si jamais j'oublie, Zaz la chante et 8 ans après, on chante notre duo. La vie décide. Parfois, il faut pas forcer les choses. Alors, il y a les chansons pour les autres et il y a vos propres chansons que vous enregistrez à votre rythme, c'est-à-dire en marchant. Je marche à l'ombre et je suis ivre sterling. Je marche à l'ombre sur un string. Je marche à l'ombre et je suis ivre sterling. Alors là, c'est en jeu de mots, je suis ivre sterling. Là, vous êtes défoulé. Oui, je me suis amusé. C'était une période. Voilà, on me demandait chez Sony 2 grosses chansons et après amuse-toi. Chose que j'ai jamais, parce que voilà, il y a des tics un peu de maison de disques.
voilà, je remplissais mon cahier des charges et après je m'amusais. Et là, je voulais faire un reggae. Je suis fan de Bob Marley, je suis fan de reggae. Je dis Kensington Avenue, je claudique et j'entonne quelques airs bien connus d'un Rasta de Kingston. Et il y avait ce côté un peu Gainsbourg dans le fait de parler. Je m'amusais. Voilà, pour moi, c'est un amusement. Les variétés sont une chance. Faire de la variété française, tu fais ce que tu veux. Et dans cette chanson, Je marche à Londres, Icare, vous demandez à quoi pensait John Lennon en traversant Abbey Road. Ouais. Ben c'est parce que je suis allé à Londres et j'ai écrit cette chanson à Londres. J'ai passé 24 heures là-bas. Et en 24 heures, ce petit air-là m'est venu. J'avais passé une soirée là-bas très agréable et j'étais revenu et c'est dans l'Eurostar que j'ai écrit. Voilà. Il se trouve que Abbey Road, c'est un accident de parcours. Il y a eu 6 photos qui ont été prises par hasard par un photographe. Au départ, les Beatles avaient décidé que la pochette de l'album, ils auraient leurs photos au pied de l'Himalaya. Ben vous imaginez, parfois... Il y a l'intention et il y a notre volonté et il y a ce que les gens font. Alors cette chanson, Je marche à Londres, elle est dans un album qui s'intitule La Somone. Et La Somone, c'est une plage chère à votre cœur. Oui, et vous voyez aujourd'hui, rétrospectivement, je regarde, je me dis, le titre de l'album n'a rien à voir avec l'album. Et je ne cherchais pas... Là encore, j'ai eu la chance d'apprendre dans la pratique. Voilà, d'une manière complètement empirique, j'ai appris mon métier. C'est-à-dire que j'ai appelé l'album La Somone qui parle de mon enfance, donc on s'attend à une Madeleine de Proust, et je parle de Londres dans cet album. Finalement, voilà, avec du recul, je me dis que il y aurait bien eu un chef de projet inspiré de venir me mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, La Somone, il faut savoir que c'est une plage du Sénégal, qui est une sorte de réserve naturelle où on peut se promener en pirogue et où vous passiez vos vacances. J'étais là encore, hein, je viens de revenir. Ouais, à l'état sauvage, pratiquement. Oui, j'ai appris à surfer là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai tatoué les coordonnées GPS du lieu où j'ai appris à nager, j'ai appris à rêver là-bas. J'ai rêvé de ce que je vis aujourd'hui là-bas. Et là, je viens de voir, c'est de notoriété publique que je me suis marié. J'y suis allé et je m'y suis marié. C'est formidable. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a aimé le Sénégal plus que tout, c'est France Gall, quand elle a découvert. Oui, à l'île d'Ungor, elle a toujours sa maison. Elle a sa maison et elle avait acheté un restaurant en même temps. Oui, qui s'appelle le No Fly et j'ai pris un verre un soir là-bas avec, aujourd'hui, celle qui est mon épouse. En tout cas, celle qui m'a laissé devenir son mari. Oui. Alors, changement aussi, parce que vous décidez en 2015, Icare, de quitter votre maison de disques, parce qu'un album tous les 3 ans, ça vous va pas. Vous savez, on ne quitte jamais vraiment sa maison de disques. C'est souvent la maison de disques qui vous quitte et votre ego qui vous fait dire ça. Mais c'est vrai qu'on m'a gentiment remercié. Ils avaient écouté, j'étais venu dans le bureau de ce monsieur et je lui avais fait écouter cette chanson qui aujourd'hui est interprétée avec Axel Red. 14 au revoir Saint-Michel, je vivais une rupture et il ne me restait que ces chansons. Je lui ai fait écouter ces chansons. Il m'a regardé, il m'a dit excuse-moi, j'ai un coup de fil avec le Canada. Il s'est levé, il est parti. Et il m'a envoyé le lendemain un recommandé en me libérant de mon obligation. C'est pas très joli ce genre de choses. Non, il n'y a pas de qualificatif à mettre. À l'époque, j'allais tellement mal que je pense qu'avec le recul aujourd'hui, c'est la plus belle leçon qui m'a été faite. C'est celle de m'avoir dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas une question de quantité d'albums tous les 3 ans. Après, on se construit des raisons parce que derrière, je me suis dit je vais faire des albums toutes les saisons, sans maison de disques, en indépendance. Non, c'est finalement la justification d'un mode de survie. J'étais très bien là-bas. C'est juste que je n'étais plus à la hauteur de ce qu'on me demandait de faire. Et parfois, il faut être honnête avec soi et son passé. Et donc, vous lancez une collecte pour faire votre prochain album. Oui, parce qu'il n'y avait plus rien en vrai. Il y a eu 663 contributeurs, c'est pas mal. Ouais, on a vraiment atteint on a doublé la mise qu'il nous fallait pour faire l'album. Donc du coup, on a pu rajouter plein de choses, faire des box, des polaroids et gâter les gens. J'ai pas gagné d'argent avec ça. Je voulais juste exister, faire de la scène. Donc on cherchait un support et on cherchait une bouée. Alors finalement, Icare, votre carrière aurait pu s'arrêter là et cette chanson aurait pu être d'actualité. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en Très belle chanson qui était une chanson d'adieu dans votre esprit. Je me souviens du moment où je l'écris. Je me souviens de ce moment avec beaucoup de précision. Je faisais mes valises pour rentrer au Sénégal parce que les box, voilà, ça a vivoté. Et j'y croyais plus moi-même. Donc c'était un peu un testament, cette chanson. Et je l'ai donnée à celle qui sera ma voix pendant... Finalement, j'aime dire ça. Quand j'étais à Faune, elle a chanté cette petite étincelle de survie qui subsistait. C'est Zaz qui a chanté cette chanson en premier. Oui, qui est devenue votre complice. Et elle a sauvé la chanson et elle a presque... Sauvé ma vie, oui, parce que finalement, regardez, si on dit les choses en honnêteté à nos auditeurs, ça m'a permis de manger et boire pendant quelques années, parce que j'ai écrit cette chanson qui a fait le tour du monde. Et
Et ces droits d'auteur-là m'ont offert une certaine subsistance. Oui. Un autre risque que vous avez pris contre la vie de tout le monde, c'est le Bataclan en 2019. Ce n'est pas un risque, c'était un devoir. Parce que là, j'écris un tout petit livre qui sortira en octobre, et je parle de ça. Je voulais faire le Bataclan parce que c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Je raconte en détail ce qui s'est passé personnellement pour moi avec le Bataclan. Et quand j'allais en province chanter devant tout le monde, je leur disais « Venez au Bataclan, parce que si cette salle ne reste pas une salle de concert, eh ben les méchants auront gagné. » Voilà, je vais dire très simplement, les méchants auront gagné si la terreur s'installe dans un endroit qui était un endroit de rêve. Et il faut repeindre ce lieu, il faut le redécorer avec de la vie. Donc, on est tous allés, c'était complet avec des gens de partout. Et quand je demandais qui vient d'où, ça venait de partout. Les gens avaient pris le bus, les gens avaient pris le train et étaient tous venus. Et je me rappelle avoir mis les pieds au Bataclan à 13h pour les balances et j'étais ressorti. Parce qu'on a tous ces images, parce qu'on a tous la projection de ces images de quelque chose qui a durablement changé le visage de notre pays ou de nos compatriotes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc j'ai pris ça avec beaucoup de gravité et ce soir-là avec beaucoup d'émotion et d'honneur. Jusqu'aujourd'hui, c'est un des plus grands honneurs qui m'a été fait, c'est de chanter là-bas. Alors ça, c'était le passé. Maintenant, on va parler du futur avec une autre date, le 17 novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Icare. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Icare, avec votre franc-parler, vos vérités. On a parlé du passé, bien sûr, avec tout ce que vous avez fait. Et le 17 novembre 2023 est sorti Nos Futurs, un album. Alors, c'est un album très particulier, parce que pour la seconde fois, vous faites des duos. Il y avait eu des millions d'années. Et là, c'est encore des nouveaux duos. Oui, pendant le confinement, j'ai eu envie vraiment parce qu'on était un peu en solitude, tous chez nous. Le premier album a été vraiment motivé par d'abord le duo avec Axel Red sur D'autres que nous, oui. Puis toute une série de duos que j'ai écrits pendant le confinement. Et des rencontres après. Pendant la promotion et la tournée du premier, je rencontre Patrick Bruel, je rencontre Claudio, je me mets à rêver. Il y a Mentissa que je rencontre sur un plateau parce qu'elle remplaçait sur une date à Bruxelles Zaz sur Animaux Fragiles, des chansons du premier. Et du coup, le premier, j'ai mis 3 ans à le faire, millions d'années, et le second, 6 mois. Dans le futur, j'ai mis 6 mois à le faire. Et justement, Mentissa, elle est en duo avec vous, dans une chanson alors que vous montez, qui s'appelle Tomber. Cette chanson avec Mentissa, elle a débuté dans The Voice, donc elle aussi, et elle a été finaliste conseillée par Vianney, qui était son coach, et elle est belge et elle chante beaucoup en Belgique. Parce que elle est née là-bas et elle chante là-bas. Vous le saviez ? Oui, non, ça je sais très bien, c'est mon amie, donc je sais toutes ces choses. Aujourd'hui, elle est même jury de The Voice en Belgique. Voilà, et c'est fou parce que là, elle a commencé aussi doucement et ça monte progressivement. Moi, je pense que c'est parti très fort. En fait, la première fois que je l'ai vue à la télé, on savait tous, on se disait ça avec Patrick Bruel aussi, on savait. Alors, le titre de l'album Nos Futurs, c'est une observation du passé, des années 70 au départ. Oui, c'est un peu un pied de nez à mon propre passé, en fait, parce que on est passé de cette adolescence un peu no future, N-O, futur avec un E en anglais, qui, c'est un peu l'anarchie, c'est un peu Finalement, c'était la peur de grandir. C'était peut-être la peur de grandir chez moi et à une absence d'avenir que je ne voyais pas. Je ne me voyais pas grandir en chanson. Je ne savais pas trop quoi faire quand on voit Si jamais j'oublie. Je ne voyais pas trop où j'allais et on se retrouve avec une absence d'avenir possible, même professionnellement dans la musique, à une multitude de futurs. Donc, 2 S, ça pose sur le No Future et on devient No Future en français avec plusieurs avenirs possibles. Et il faut savoir aussi que cette époque, les années 70, c'était la fin des 30 Glorieuses. On disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est Sardou qui disait ça, oui. Et la crise commençait. Oui, la crise commençait. Peut-être que là, finalement, la crise commence et moi, je suis plein d'espoir. C'est con, hein? Non, au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Alors, Nos Futurs, le duo, c'est avec Garou. Alors, on voit un nos futurs, aux anneaux de ceinture, à ceux qui ne sont pas là, il sera une fois, à cette vie de fortune, à nos futurs. Alors, Garou, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup appris, je crois. Oui, il m'a beaucoup appris parce que c'est quelqu'un que... Enfin, chanter avec mon frère, c'est mon frère qui faisait Garou dans Notre-Dame de Paris. Et moi, je faisais, et ça Patrick Fury le sait pas, je faisais Phébus. Donc, je faisais Patrick Fury quand j'étais plus jeune. Mais je veux pas lui dire.
Ben, maintenant, il va le savoir. Mais Garou, je lui ai écrit une chanson qui s'appelle « Dans mon rétroviseur ». Et on s'était rencontrés en soirée. Et lui aussi pensait que j'étais un groupe, décidément, parce qu'il savait pas que... Il m'a dit « Ah, mais je savais pas que... » Je dis « Oui, bon, d'accord. » Et finalement, j'arrivais pas sur cet album. Il y avait cette chanson et je savais pas qui l'interprétait. Et là, à la fête de la musique à Reims, sur France 2, on interprétait avec Claudio Capéo, Axel Red, Slimane et Patrick Fiori un medley de mes chansons à la fête de la musique, animé par Garou et Laurie Tillman. Et Garou, au fond, il me fait un grand coucou. Et le lundi, on enregistrait ça. C'est fou, hein. Alors, Garou a toujours dit qu'il a eu un problème au départ dans sa carrière. Quand il est devenu Quasimodo, du jour au lendemain, il est devenu célèbre, poursuivi par les paparazzi. Et ça a été un traumatisme pour lui pendant des années. Ben, probablement. J'imagine que surtout lorsque tu es poursuivi pour celui que tu n'es pas, Oui. d'autant plus Quasimodo, tu dois pas bien le vivre et encore moins d'être suivi. Moi, j'ai pas trop eu ces choses-là. Ça a été sporadique. Et puis, de toute façon, je pense que je m'en serais fichu. Oui, en tout cas, vous avez été poursuivi par d'autres démons et vous n'avez pas fait un tabac que sur scène, je crois, pendant quelques années. Non, il y a eu d'autres, voilà, enfin, vous parlez d'autres démons, peut-être que nous parlons des mêmes, la nuit, les extrêmes. Oui. Oui, mais je les ai pas fuis. Et c'est ce que je dis dans le petit bouquin. J'ai appris leur nom. Je me suis assis à leur table. J'ai appris à les connaître. J'ai appris à discuter avec eux. Et au moment où ils ont cru qu'on devenait amis, je les ai tués. C'était une envie presque de jeunesse et vous avez compris que c'était pas vous. Bah, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas que ce n'est pas moi. C'était moi. C'était ce moi-là. Et quand je regarde des vidéos de moi sous emprise de plein de choses, je devrais avoir de la tendresse, je devrais avoir mal au cœur, je devrais en souffrir lorsque mes parents ont été mis au courant. Aujourd'hui, mon père, c'est quelque chose qui le bouleverse. Comment il est passé au travers de ça, comment il n'a pas pu m'aider parce qu'il n'a pas su de toute façon. C'était voilà, comme un grand, je me suis mis dedans comme un grand et il fallait que je m'en sorte comme un grand, donc je l'ai fait comme un grand. Et aujourd'hui, je vais aider les gens peut-être comme un grand aussi. Mais c'est pas si fréquent de s'en sortir, c'est dur. Ben, il y a une méthodologie, il y a une rigueur et c'est ce que j'essaie de dire de donner dans le petit bouquin. J'espère que ça va aider des gens. J'ai commencé à le faire en message privé sur les réseaux parce que des gens m'écrivent et c'est ça qui a motivé le livre. C'est que, voilà, il faut pas que je le garde pour moi. Après, il y a une rigueur. L'armée à côté, c'est gentil. Je vous promets. Il y a une vraie rigueur à avoir. Mais les nuits blanches, vous parliez de Brel. Brel ne se couchait jamais avant 7 heures du matin. Il traînait dans les bars avec des inconnus qui ne le reconnaissaient même pas. Ben, c'est ça. Et Gainsbourg, pareil. Et puis ces choses-là, peut-être qu'ils sont allés loin, mais que ça ne les a pas tués, ou peut-être qu'ils en sont morts. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui motive une maladie à venir se greffer à notre corps. Mais toujours est-il que moi, il fallait que je m'en sorte parce que je ne voyais pas mon salut là-dedans et j'ai réalisé une chose et c'est ce qui est dans Animaux fragiles, la chanson. Tu sais, je ne suis pas malheureux. Pendant des années, j'ai cru que j'étais un artiste maudit et finalement, il n'y avait que moi-même qui me maudissait. Personne ne m'avait maudit. Donc c'était une erreur d'interprétation d'une lecture de ma personne. Je suis un garçon gentil, heureux, plutôt joyeux et ça peut arriver à tout le monde. Et si la glissade peut arriver à tout le monde, se relever aussi. Et la présence du public était plutôt rassurante pour montrer que vous étiez autre chose. Ils ne m'ont jamais abandonné parce qu'ils me voyaient parfois, ils étaient au chevet de mon existence parce que là, vraiment, le pronostic vital était parfois engagé. J'étais dans des états de fatigue extrême, on va dire ça comme ça. Et ils étaient là et ils me voyaient écrire cette chanson en 2018, Je vais dormir, dans l'album Adieu, je t'aime, où j'évoque ma disparition, où je dis que le bonheur est un costume un peu trop grand pour moi. Et je la chante plus parce que comme Brel, je peux pas chanter une chanson que je ne sens pas, que je ne ressens pas dans un souci d'exigence d'honnêteté. Vous parliez de mon franc-parler, je me permettrai de corriger en disant d'honnêteté. Alors, il se trouve que d'aujourd'hui, tout ça c'est le passé, vous vous posez d'autres questions. Que veux-tu que je te dise? Oui. Parfois les souvenirs nous prennent par surprise. Et on fait quoi? Que veux-tu que je te dise? Un parfum, une couleur. Anne Silla, qui a une voix fabuleuse, qui sort aussi d'ailleurs des concours de The Voice. Et là, c'est un duo vraiment parfait. On sent qu'il y a une fusion entre vous deux. Bah, elle a écouté. À La Réunion, on sortait d'un temple tamoul. On faisait une émission où on visitait sur France Télé, qui était fabuleuse. Quelle émission. Je salue Manu Giraud d'ailleurs et Gilles Camouilly qui ont fait cette émission, qui ont programmé et produit. Et on sort de là et j'ai cette chanson en tête que j'écris parce que c'est presque interdit finalement lorsqu'on est avec quelqu'un. Aujourd'hui, je suis marié, tout va bien. De me souvenir finalement, d'avoir la nostalgie d'une relation passée. Parfois, on la tait, on la met sous le tapis et on vit avec. Parfois, les souvenirs nous prennent par surprise et on fait quoi là? On se sent désarmé. Je pense que ce thème n'a pas été abordé. Et j'en parle avec Anne et elle écoute la chanson et elle fond en larmes parce qu'elle était à un moment de sa vie qui était peut-être qui résonnait avec cette chanson, et elle l'interprète d'une manière incroyable. Et c'est la seule
touche de nostalgie qu'il y a dans cet album, finalement, qui est projeté dans le passé, mais finalement, c'était pour nettoyer ces derniers... Allo Javel, justement, qui est une autre chanson, c'est nettoyer le présent, faire la paix avec le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça, cette chanson. Alors justement, Icare, vous dites qu'à 40 ans, vous ne vous êtes jamais senti aussi jeune qu'aujourd'hui. Ben oui, parce que je suis en meilleure santé, parce que je cours 10 km par jour, un jour sur 2 maintenant, parce que je fais attention à mon dos, je vieillis, que je suis en meilleure forme que sur la pochette de Au bord du monde, hein. Un petit embonpoint, on avait beau mettre des dessins dessus, on voyait bien que le gars il faisait la fête, mais voilà, je fais du sport, je fais attention à mon alimentation, je me couche tôt, je me lève tôt. Et comme dans la chanson avec Gauvin Serre, parfois j'ai un peu mal au dos, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais d'ailleurs, la pochette de l'album ressemble à celle de Au bord du monde. Ouais, mais après avoir traversé un désert, mais qui est un océan ici, oui. C'est la mer. Après, on se retrouve sur le rivage, lavé de tout, comme ça. On se prend soi-même dans ses bras, dans nos futurs, et on s'accepte tel que nous sommes. Et on accepte de regarder un ciel radieux, quoi. Alors, cet album aussi, ce sont des rencontres, et notamment une amitié avec Patrick Bruel. Ouais. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps. Et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes 20 ans. Origami. Alors, l'origami, on en a un peu oublié, c'est un pliage de papier très particulier. Oui, c'est un art japonais avec une minutie précise de plier pour ressembler à quelque chose. Et moi, ça faisait écho à ces courbettes et à ces postures qu'on fait dans la séduction ou dans l'amitié ou même dans le travail pour plaire. Pour plaire. C'est tout ce qui ne nous ressemble pas qu'on essaye de devenir pour plaire. Et on est partagé entre cet effort-là de contorsionniste au quotidien ou alors profiter de nos 20 ans jusqu'au moins 120 ans, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Et voilà, il y a toujours cette dichotomie en nous, cette espèce de entre cette sagesse et cette folie, finalement. Alors, je me suis un peu renseigné, le record du monde d'origami, c'est 109 heures de pliage avec une feuille carrée de riz Wenzu de 95 cm pour confectionner 2 combattants en duel. Ah, mais cette excellence-là, elle est japonaise, hein. Personne d'autre sur Terre ne s'imposerait ça et ne se flagellerait à ce point. Et puis, il y a un autre duo dans cet album avec un éternel jeune homme. Ce n'est pas qu'on se fait la guerre, c'est juste qu'on se comprend pas. Mais c'est normal, tu es mon père. Non, je suis ton papa. Regarde à chaque coup de tonnerre, c'est vrai, je finis dans tes bras. C'est la différence entre un père et un papa. Voilà. Salvatore Adamo, ça aussi, une légende de la chanson. D'ailleurs, qui a commencé aussi dans un radio-crochet à Radio Luxembourg. Il était en Belgique, il vient à Paris, c'est la guerre d'Algérie. Il dort à la gare du Nord parce qu'il n'a pas d'argent. Il avait une guitare. La police est arrivée, a cru qu'il y avait un fusil et il a fini la nuit au poste. Je ne savais pas du tout cette histoire. Je tombe des nues, incroyable. Voilà. Adamo, c'est quand même une légende. Chanter avec lui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une légende et les légendes... ceux bien connus sont humbles. Et cette personne est extraordinaire. Je me rappelle qu'on était sur la scène de l'Olympia avant de prendre l'antenne pour France 2. Après le séisme en Turquie, on chantait. Et j'étais en train de confectionner le second album. Et à cette chanson que j'écris, parce que je voulais rendre hommage à mon père avant qu'il soit trop tard. J'ai la chance de l'avoir en vie à mes 40 ans. Donc je voulais nous réconcilier. Pas qu'on se fasse la guerre, mais voilà, mettre tout bien avant. Et là, je regarde Salvatore, je me dis, c'est lui. Et il y a Patrick Bruel qui est un peu plus loin. Il me fait, donc je lui dis bonjour, ça va? Il me dit ça va Hassan et il m'appelle par mon prénom. Oui. Et c'est quelqu'un qui a une mémoire incroyable. Donc c'est-à-dire qu'il sait tout de tout le monde. Il est formidable d'humilité. Et je dis je suis en train de faire une chanson, c'est un dialogue entre mon père et moi qui s'appelle Un père et un papa. J'aimerais vraiment la partager avec toi. Il me dit à une seule condition. Je lui dis laquelle? Et il me dit c'est moi qui fais le papa. Voilà. Il est extrêmement drôle, intelligent, brillant, doux, humble et on a enregistré ça à ICP dans les studios magnifiques à Bruxelles et dès qu'il a dit mon fils, tu sais, je suis sorti du studio en larmes et jusqu'aujourd'hui c'est très difficile de l'écouter. Oui, mais en même temps c'est un auteur fabuleux qui travaille une nuit entière et qui chante dans le monde entier. Alors vous plus modestement, puisqu'on parle d'Adamo, vous allez chanter en Belgique le 1er mai au Cirque Royal de Bruxelles. Et le 2 ? Et le 2 au Forum de Liège. Je pensais que le Cirque Royal ça a été un lieu de résistance où les Allemands pendant 4 ans n'ont pas compris qu'il y avait des résistants et des soldats qui s'étaient évadés cachés dans les caves du Cirque Royal. Ils sont restés 4 ans. 4 ans. Bah, merci pour ces anecdotes, c'est formidable. Bah, je le raconterai
le 1er mai, ça, j'aurai une petite anecdote. Et puis, il y a aussi d'autres lieux à tourner en France, à Montpellier le 16 février, Marseille le 16 mars, le 18 octobre au Zénith. La scène, pour vous, c'est de plus en plus important. C'est ce que j'attends. Là, je suis revenu du Sénégal, à l'atterrissage à Roissy, j'ai levé les bras, je me suis dit, je vais aller chanter, et on va faire ça avec les gens, quoi. C'est formidable. Et l'avenir maintenant, Icare? Je ne sais pas, regardez ce que cette année va nous offrir. Le monde est tellement en mouvement. Je reste paradoxalement optimiste parce que je sais que l'humain est résilient. Je sais que l'humain en sortira grandi, comme de toute épreuve. Voilà, que ce sont des discussions et que ces discussions parfois se font avec du bruit, parfois par le fracas, parfois par la perte de gens, mais que la conscience humaine en sortira grandie. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je vais rester... J'avais dit ça sur Twitter avant de supprimer mon compte. Gardons la tête froide et le cœur bien au chaud. Voilà. Et restons à écouter vos chansons, ce qui est toujours un bonheur. Merci beaucoup. Merci Icare. Merci pour ces belles questions. Et merci pour vos très belles réponses. Et puis à très bientôt. Continuez ainsi. Amen, merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.